Tout a commencé, peut-être, il y a quelques 65 millions d'années. Une météorite serait venue abolir le règne des dinosaures. Rideau. Sous l'effet de l'impact, l'atmosphère se chargea de particules de poussière. Privée des rayonnements solaires, la Terre se refroidit soudainement. Ce fut le début d'une longue période glaciaire et la fin des reptiles géants. La poussière et la glace ensevelirent les corps des plus grands carnivores que la Terre eût jamais portés. Mais au pied d'un petit sapin, dans une mare que la neige recouvre entièrement, un prédateur aussi redoutable que méconnu a survécu, le Ditik. Le froid ralentit son métabolisme et en restant immobile, il réduit au minimum ses fonctions vitales. Il ne s'alimente plus et ne survit que grâce aux réserves d'oxygène emmagasinées dans son abdomen. Mais peu à peu, l'air sain fait place à du dioxyde de carbone. Le Ditik doit renouveler ses réserves, c'est-à-dire chercher sous la croûte de glace une bulle d'air riche en oxygène. Cette incroyable faculté d'hiberner sous l'eau a permis aux Ditiques de traverser les aires glaciaires en attendant un radoucissement du climat. Et les Ditiques d'aujourd'hui attendent chaque année de la même manière la fin de l'hiver. La mare au sapin est en plein dégel. Ce Ditique va enfin pouvoir chercher des trous de respiration à l'air libre. Celui-ci est un mâle. On le reconnaît aux ventouses circulaires qu'il porte sur les pattes avant. Ces mouvements saccadés sous le couvercle de glace sont perçus au fond par une femelle reconnaissable, elle, à sa carapace striée. Mâle et femelle, même espèce, même combat. Remplacer l'air vicié par de l'air pur. Ainsi commence une histoire contemporaine dont les acteurs peuvent se vanter d'avoir une généalogie très ancienne. Leurs ancêtres ont côtoyé des dinosaures. La mare au sapin où vit ce couple de Ditiques se situe quelque part en France, près de la ville de Troyes. Février. Avec la fonte de la glace, l'air s'est progressivement chargé en eau. Cette humidité s'accumule au-dessus de la mare sous forme de brume. Filtrée par ce voile, la pâle lueur du soleil pénètre difficilement dans les profondeurs aquatiques. Dans ce monde opaque, les Ditiques n'utilisent pratiquement pas leurs yeux. Ils s'orientent grâce à leurs antennes, sorte de cannes d'aveugle pour plongeurs en eau trouble. Avec l'augmentation de la température de l'eau, les Ditiques deviennent plus actifs, en particulier la femelle. Fécondée à la fin de l'été dernier, elle a conservé ses œufs tout l'hiver. Elle attendait le redoux pour les pondre. À l'aide d'une lame appelée ovipositeur, elle les dépose maintenant sur les tiges des iris aquatiques.
Nul ne sait ce qui lui fait préférer telle tige à telle autre, mais elle semble déterminée dans ses choix. En moins de 2 semaines, elle aura disséminé aux alentours une trentaine d'œufs. Une fois accrochés à leur support, les œufs aspirent l'oxygène libéré par la photosynthèse de la plante. Mais sous le brouillard, peu de lumière, donc peu de photosynthèse, si bien que les œufs se développent au ralenti. Heureusement, le redoux mettra bientôt fin à cette torpeur. Le brouillard se lève enfin et dévoile une terre délivrée de sa chape de neige. Le sol trempé distille dans l'air des parfums de tourbe et d'humus. Par l'odeur alléchée, d'autres créatures, elles aussi contemporaines des dinosaures, sortent de leur hibernation. Après 6 mois de sommeil, la grenouille rousse ne rêve que d'une chose, un bon bain. Elle a choisi comme piscine la mare au sapin. Réveillé par les ablutions de la grenouille, un autre fossile vivant s'extirpe de sa litière de mousse, le triton alpestre. Lui aussi a besoin de se rafraîchir les idées. Le soleil éclaire maintenant de toute son ardeur la mare au sapin. Et du coup, la température de l'eau augmente encore. Bonne nouvelle pour les ditiques, dont le métabolisme fonctionne un peu comme un moteur. Il a besoin de chauffer pour être vraiment opérationnel. Tant que son moteur n'est pas chaud, tant qu'il n'a pas recouvré toutes ses facultés, le ditique n'est même pas capable d'attaquer une jeune salamandre. Pas assez rapide. Qu'à cela ne tienne, le mâle ditique va reporter son agressivité sur quelqu'un d'aussi indolent que lui, sa partenaire. Cette fois, il ne s'agit pas d'assouvir sa faim, mais de satisfaire une soudaine pulsion sexuelle. Cette attaque sauvage n'est en vérité qu'un prélude à l'accouplement. Le mâle maintient sa compagne à l'aide de ses 2 ventouses. Elle, craignant de mourir asphyxiée, évite tout mouvement coûteux en oxygène. Pendant près de 3 heures, le mâle pourra honorer sa belle qui somnole. Aussi scrupuleusement qu'il a rempli son devoir conjugal, le mâle ditique veille à la pérennité de ses gènes en posant à l'entrée du cloaque de la femelle un bouchon gélatineux. Elle portera 2 semaines durant cette ceinture de chasteté. Non loin de là, un mâle triton est gagné par cette frénésie amoureuse. Il a déjà revêtu son costume de séducteur, veste crème à pois noirs, car chez les tritons, monsieur doit faire d'abord sa cour à madame.
Après un échange de regards entendus, monsieur se lance dans un numéro d'acrobate. Madame semble plus agacée que charmée. Même ses gestes très explicites ne parviennent pas à l'émouvoir. Décidément, non. Elle s'ennuie, elle s'en va. Seulement un triton transi d'amour ne se laisse pas éconduire aussi facilement. Il insiste. Rien à faire. Le mâle finit par abandonner. Mars. La nature a repris son rythme, celui de la pluie et du beau temps. Sous la surface, les œufs de Dytique commencent à donner signe de vie. Ces mouvements ont au fait d'attirer un mollusque opportuniste, la limnée. Pour elle, un œuf partiellement découvert est une friandise. Les limnées sont dotées de poumons et doivent fréquemment remonter à la surface pour faire provision d'air. Autrement dit, c'est en apnée qu'elles arpentent les parois des iris jusqu'à se trouver un œuf à leur convenance. Bien souvent, la limnée est à court d'air avant d'avoir fini son repas. Elle abandonne alors aux bactéries les œufs éventrés. Un cadavre, de l'eau et la lumière solaire, le rêve des spirilles qui vont coloniser chaque parcelle de chair mise à nu. Les œufs qui ont la chance d'échapper aux limnées et aux bactéries peuvent éclore. Instinctivement, la jeune larve monte à la surface pour respirer. Elle est pourvue d'une paire de cerques, sorte de branchies plumeuses qui ont un double rôle, assurer les échanges gazeux et aider la larve à se maintenir sous la surface. À nos yeux d'humains, ces créatures sont plutôt antipathiques et franchement hideuses. Mais que valent nos critères de beauté dans ce microcosme ? Ces demoiselles translucides vont devoir faire preuve en tout cas d'une grande combativité. Nous pouvons au moins les admirer pour cela. Celle-ci est la première à voir le jour. Appelons-la numéro 1. Un peu plus tard, numéro 2 tente de sortir. Mais la plante s'est déformée depuis la ponte. Résultat, numéro 2 a les pattes et les crochets coincés. Il n'est pas seul dans ce cas. Au-dessus d'elle, numéro 4 et numéro 5 ne peuvent pas non plus se dégager. Elles sont prises au niveau de l'abdomen. Au prix d'un énorme effort, numéro 2 parvient à libérer ses pattes. Numéro 4 et numéro 5 tentent de se tirer d'affaire elles aussi.
Numéro 4 n'est pas au bout de ses peines. Et numéro 2 se débat maintenant pour essayer de décoincer ses crochets. Résumons-nous. Numéro 5, coincé par l'abdomen. Numéro 4, idem. Et numéro 2, coincé par les crochets. À la nuit tombée, pendant que 2, 4 et 5 se débattent encore, au clair de lune, numéro 3 est né. Au petit matin, numéro 2 est toujours aux prises avec ses crochets. Numéro 4 s'est partiellement dégagé. Numéro 5 dort encore. Mais pendant que numéro 2 marque une pause, numéro 4 s'apprête à faire un suprême effort pour s'arracher à sa plante nourricière. Ouf! Épuisé par tant d'efforts, numéro 4 n'a même plus la force de nager jusqu'à la surface. Mais elle atterrit sur une puce d'eau qui va la ramener à la raison. Motivé par l'exploit de numéro 4, numéro 2 tente le tout pour le tout. En vain. Mort par asphyxie. Quant à numéro 5, elle a fait son coup en douce et a visiblement réussi. Un service de nettoyage entre alors en action. Les chironomes, ces infatigables éboueurs en combinaison rouge, sont à la base de la chaîne alimentaire de la mare. Ils transforment l'énergie végétale et les débris organiques en énergie animale. Ces deux-là sont en train de dégager un œuf pris dans les fibres de l'iris. Ils sont bientôt relayés par un autre mollusque doté d'un poumon aquatique, la planorbe. Par chance, la planorbe est végétarienne. Grâce à ce travail de déblayage en équipe, la future numéro 6 va pouvoir éclore sans difficulté. Sur la trentaine d'œufs pondus par la femelle ditique, une dizaine seulement parvient à éclore. Nous allons nous intéresser au destin un peu ordinaire de 5 larves. Numéro 1, numéro 3, numéro 4, numéro 5 et numéro 6. Entre-temps, notre ditique adulte, le mâle, a perdu trace de sa partenaire. Il a beau la chercher partout, elle reste introuvable. C'est fâcheux car il a un pressant besoin de s'accoupler. Faute de femelle à qui confier son sperme, il doit l'évacuer tout seul et l'abandonner. Du travail en perspective pour les éboueurs en combinaison rouge.
À force de grignoter à longueur de journée, ces larves ont fini par proliférer. Le fond de la mare est devenu une cité dortoir où chacun revendique son espace vital. En marge de la cité dortoir, numéro 4 est à l'affût d'une proie. Elle a repéré les vibrations émises par un chironome qui fait bande à part. Face au prédateur, un chironome n'a qu'une solution de repli, s'enterrer. Depuis la surface, la larve détecte ces contorsions et localise plus précisément sa proie. Celle-ci n'a aucune chance de pouvoir s'enterrer dans ce lit de gravier. Pour sa première chasse, numéro 4 doit apprendre à se servir de ses armes, les crochets. Et c'est tout un art. Numéro 4 vient de comprendre que pour immobiliser sa victime, les crochets seuls ne suffisent pas. Or, elle dispose également d'une arme chimique, un poison violent qui tue la proie et la digère de l'intérieur. Cela donne une sorte de jus que la larve n'a plus qu'à aspirer. Attiré par ces bruits de succion et de mastication, un monstre aquatique sort de la vase. Appelons-le pour l'instant le géant vert et regardons bien ce qui va se passer. Dans la mare comme dans la jungle, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Numéro 4 vient d'en faire les frais. Pendant ce temps, les 4 autres larves font ripaille. Chironome sur chironome, elles ne vivent que pour manger et n'arrêtent de chasser que lorsqu'elles sont totalement repues. Pourtant, elles sont obligées parfois d'interrompre leurs agapes. Numéro 1 vient de détecter quelques lointaines vibrations au fond de la mare. C'est un triton. Lui aussi grand amateur de chironome bien dodu. Mais le triton n'est pas partageur. La disparition tragique de numéro 4 semble avoir servi de leçon à ses sœurs. On ne doit jamais tenir tête à plus fort que soi. C'est la règle d'or ici-bas. Autrement dit, mieux vaut fuir que prendre des risques inutiles. Comme le dit Tic, le triton ne détecte ses proies que lorsqu'elles bougent. Ses yeux ont beau être proéminents, ils sont terriblement myopes. Mais ils lui servent à autre chose.
Dépourvus de langue, les tritons ont beaucoup de mal à déglutir. C'est là que leurs yeux interviennent. Quand le triton les ferme, ils rentrent dans la tête, font saillie dans la bouche dépourvue de parties osseuses et poussent la nourriture au fond du gosier. Comme quoi, être myope n'empêche pas de dévorer sa proie des yeux. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Proverbe bien connu des tritons. Insatiables, ils auront au fait de consommer tout le stock de chironome disponible. Heureusement, il y aura bientôt d'autres arrivages. Une grenouille rousse a déposé ici, à l'ombre du sapin, un énorme paquet d'œufs. Ils sont 10 000, peut-être plus. Et chacun de ces œufs donnera une larve d'à peine 1 millimètre de long. Fin mars. Le printemps venu, les fleurs se parent de couleurs vives pour attirer les insectes butineurs. La mare au sapin a entamé sa décrue. Une course contre la montre s'engage alors pour les larves de Dytique. Numéro 6 a 8 jours. Elle s'est tellement gavée de chironome qu'elle ne tient plus dans sa carapace. Si tout se passe bien, il lui faudra 1 heure pour se débarrasser de cette ancienne cuirasse appelée exuvie. Seulement l'exercice est périlleux, car il se fait en apnée. S'il y a le moindre problème, si la carapace se coince, la larve risque de mourir asphyxiée. Numéro 6 sera la première à faire peau neuve et à quitter le vestiaire. Les 4 autres larves muerront simultanément. Témoin, leur vieille carapace suspendue sous la surface. Les larves sont désormais au 2e stade de leur existence. Les chironomes se sont raréfiés. Entre ces larves stade 2, la compétition alimentaire va s'intensifier. Il n'y a plus de place que pour une seule d'entre elles, dont c'est la guerre. Numéro 5 a été mordue par numéro 3. Elle cherche à se débarrasser du poison injecté dans son abdomen.
Absorbée par cette intervention urgente, elle n'est plus sur ses gardes. Numéro 3 revient à la charge. Une autre larve est attirée par ce remue-ménage. C'est numéro 6, affamé comme les autres, et comme les autres obligé de tuer pour vivre. Que la victime soit ou non une congénère n'a plus d'importance. Le sacrifice de numéro 5 permettra peut-être aux autres larves de survivre à la famine. Chacune des assaillantes s'empresse d'injecter à l'autre son poison, ses enzymes digestives. Comme sur les chironomes, ce traitement de choc a pour effet de liquéfier la victime. Les deux gagnantes ex aequo n'ont plus qu'à aspirer cette soupe prédigérée. En quelques heures, toute l'énergie accumulée en 10 jours par numéro 5 est transférée aux organismes de numéro 3 et numéro 6. En pratiquant le cannibalisme, les larves de Dytique sont assurées d'avoir toujours à leur portée des réserves que leur métabolisme peut assimiler intégralement. Caché sous les racines, le géniteur de ces larves regarde sa progéniture s'entretuer. Serait-ce le signe avant-coureur de son déclin? Il n'a qu'à passer en revue toutes les larves qui occupent sa mare pour s'en assurer. Aucun doute, toutes les larves ont mué et sont maintenant assez puissantes pour imposer leur loi. Ce sont elles qui règnent désormais sur la mare aux sapins. La course est engagée. La première qui arrivera au stade adulte aura gagné. Le Dytique mâle n'est plus le maître dans sa mare. Les larves qu'il a engendrées se jettent maintenant sur les seules réserves de nourriture qui restent, les têtards. Un têtard ne se laisse pas prendre aussi facilement et numéro 6 va devoir traquer sa proie. Mais elle n'est pas seule sur le coup. Le géant vert a aussi des vues sur ce mets de choix. Trop lent, le géant vert. En plus, du haut de sa brindille, numéro 6 avait bien préparé son offensive. Après avoir dévoré la moitié du numéro 5 et un têtard entier, numéro 6 est en bonne place pour gagner. Gavée jusqu'à la gueule, la peau du ventre bien tendue, elle va pouvoir passer au 3e stade de son existence. Il est encore temps, mais l'évaporation s'intensifie rapidement. Quelques dizaines de centimètres séparent encore la surface du fond de la mare. Du fond, numéro 6 vient prendre une dernière bouffée d'air avant de redescendre muet.
Les mues se suivent et se ressemblent. Pour numéro 6, c'est déjà la routine. Même si elle perd un peu de son venin sous l'effort, il lui faudra à peine 10 minutes pour mener à bien son striptease subaquatique. Sous la surface, numéro 3 se prépare elle aussi à muer. C'est compter sans l'agressivité de numéro 1 qui meurt de faim. N'ayant pas participé au festin qui a coûté la vie à numéro 5, elle a pris du retard dans sa croissance et semble bien décidée à le rattraper. Dérangé dans sa préparation, numéro 3 ne parvient pas à extraire sa tête de l'exuvie. L'impensable va se produire. Pour comprendre, observez attentivement la coloration du corps de la larve. Mort foudroyante. Numéro 3 s'est empoisonnée toute seule. Numéro 6 est la seule qui soit parvenue au stade 3. Elle est devenue l'invincible. Que peut faire numéro 1 face à un tel monstre? Se souvenir de la règle d'or, ne jamais tenir tête à plus fort que soi. Un trou de mémoire peut être fatal. Mais les premières chaleurs, l'évaporation s'accélère, les perles de rosée sur les feuilles disparaissent comme des rêves. La mare est presque à sec et tous ses habitants sont menacés. Dans les quelques centimètres d'eau restantes, miracle, un chironome a survécu, mais son avenir est bien compromis. Numéro 6 connaît la musique. Ses vibrations trahissent la présence de chair fraîche. Mais numéro 6 n'est pas seul. En face, le géant vert. Encore lui, le duel est inévitable, même si l'enjeu, un minuscule chironome, semble dérisoire. Numéro 6 tente de contourner son rival pour atteindre la proie. Elle localise les vibrations. Le géant vert en profite pour se replacer.
Les deux adversaires sont de taille et de force égales. Mais numéro 6 ne relève pas la première provocation. Elle abandonne au vainqueur et le terrain et la proie. Le géant vert a fait le plein d'énergie juste à temps, juste avant l'assèchement complet de la mare. En sortant de l'eau, il va nous révéler sa véritable identité. Le géant vert n'était autre qu'une larve de libellule. Dans la mare au sapin, c'est le soulagement. Un fléau s'envole. Numéro 6 quitte elle aussi le navire. Elle est la seule survivante. Elle cherche une anfractuosité dans la terre pour y creuser sa chambre. Loin de la lumière du jour et des regards des prédateurs, elle va ôter son habit de larve aquatique et se transformer en nymphe.
Après un mois de jeûne, ce lanugo doit encore consacrer quelques semaines à la coloration de ses ailes, les élytres. En son absence, la mare s'est complètement asséchée. Numéro 6 sort de son repère. C'est une femelle, déjà très affaiblie par cette épreuve. Elle va devoir en plus affronter l'implacable réalité. Il n'y a plus une goutte d'eau dans la mare. Pauvre numéro 6, elle n'est pas habituée au terrain sec. Une seule solution, s'envoler, partir en quête d'une autre mare. Le Dytique, on l'a vu, est complètement myope et en plus fortement daltonien. Et comme sa vue n'accommode qu'à quelques centimètres près, il risque la collision à tout moment. Il cherche les brillances, synonyme de point d'eau. La première mare venue fera l'affaire. Elle est couverte de lentilles, comme souvent les eaux stagnantes, et aussi peuplée d'êtres étranges. Qui sont ces créatures aux faciès d'extraterrestres, des têtards, parvenus au terme de leur croissance? Face à des grenouilles, la règle d'or des Dytiques est toujours valable. Mieux vaut ne pas insister et aller chercher sa pitance dans les profondeurs. Hélas, dans cette mare, les chironomes ne sont plus ces petites larves qui s'agitent paresseusement sur le fond. Ils cherchent désormais à gagner la surface et arborent des oreillettes plumeuses dont nous comprendrons bientôt l'utilité. L'opération est rondement menée. En un, le chironome gagne la surface de la mare aux lentilles. En deux, il se sert de ses plumes comme des flotteurs. En trois, il prend appui sur la surface. Et en quatre, les éboueurs en combinaison rouge étaient donc des larves cousines des moustiques. Voilà 2 mois que numéro 6 n'a pas mangé. Et pour ne rien arranger, elle va devenir à son tour la cible d'une menace tombée du ciel.
les échassiers. Inconnus à l'époque des dinosaures. Les ennemis d'aujourd'hui s'appellent aigrettes, spatules et hérons. Quand on est dithyque, mieux vaut ne pas se trouver sur le chemin de ces exterminateurs des temps modernes. Heureusement pour numéro 6, les échassiers ont une préférence pour les larves à carapace molle. Mais c'est la fin de l'été et elle n'a toujours rien mangé. Une seule solution, respirer une dernière fois et se mettre en hibernation. Quand elle s'éveillera au printemps, l'héroïne de la mare au sapin sera prête à transmettre à ses descendants un bien qui n'a pas de prix, son extraordinaire instinct de survie. En attendant, peut-être rêvera-t-elle d'un monde peuplé de proies faciles, d'un monde où les géants verts s'envolent tous les jours.